Bienvenue dans Sex, Love Co, le podcast qui te dévoile tout sur l'intimité amoureuse et érotique. Ici, on brise les tabous pour t'accompagner vers une sexualité épanouie et des relations amoureuses éblouissantes. Envie d'enrichir ta vie intime, renforcer ta complicité ou dépasser les blocages liés à ta sexualité? Tu es au bon endroit. Je suis Gwenaëlle Derost, sexothérapeute, et à chaque épisode, je te partage mon expertise, des témoignages inspirants et des outils concrets pour transformer ta vie intime. On parle de tout ce dont on ose discuter: sexualité, amour, plaisir, désir, érotisme. Ensemble, nous allons lever les tabous pour t'aider à faire briller ta vie intime et amoureuse. Alors, prêt ou prête pour ce voyage intime ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir cette étrange sensation de n'exister qu'au travers du regard de l'autre ? Comme si en fait, toute ton existence dépendait du sourire, du message, du regard que l'autre va te renvoyer, et que si tu n'avais pas en fait cette approbation à travers ce regard ou ces messages, ces actions, ces gestes, tu avais l'impression que tu es éteint ou éteinte et que du coup ton existence n'a pas de sens. Eh bien, c'est ce sujet que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui ensemble, parce qu'en fait, il touche énormément de personnes, et peut-être que tu vas te retrouver dans cette histoire, dans ce podcast qu'on va aujourd'hui élaborer ensemble, et où, en fait, ce que j'appelle le syndrome de l'invisibilité, cette blessure de la transparence, peut tellement, mais tellement te pénaliser dans tes relations, qu'elles soient autant intimes, amoureuses, intimes, amicales, sociales, familiales, et même professionnelles. Parce que ça va tellement te pénaliser de devoir sentir que ta vie dépend en fait de ce que l'autre ressent pour toi. Mais avant d'aller plus loin dans ce sujet, j'aimerais prendre le temps de vous remercier, de te remercier, parce que ça fait de longs mois d'absence, de longues semaines où je n'ai pas publié de podcast pour des raisons personnelles. Et aujourd'hui, je suis tellement ravie de revenir et de voir qu'en plus, lorsque j'ai commencé à repianoter et à refaire justement ce qu'on appelle mon planning éditorial, c'est-à-dire de travailler les sujets que j'aimerais aborder en podcast, j'ai pu voir qu'en fait, mon audience, elle avait augmenté. On est plus de 8000, c'est-à-dire plus de 8000 personnes ont écouté mes podcasts basés sur 25 épisodes, et c'est déjà énorme, et en sachant que ça fait déjà plus de 4 mois que j'ai pas publié. Et ça m'a énormément touchée, parce que je sens que du coup les sujets intéressent, et donc je voulais te dire tout simplement un grand merci. Et maintenant on va retourner au sujet principal. Donc cette blessure de transparence. En fait, quand j'ai commencé justement à travailler et à peaufiner le message que j'ai envoyé dans les podcasts, je me suis dit que je vais aller les structurer un peu plus. Donc pour structurer ce sujet, ce syndrome de la transparence, ce besoin d'exister et d'être validé qu'à travers le regard de l'autre, j'ai structuré en posant des questions. Et ça va du coup donner cette ligne conductrice de ce podcast. Et donc je vais t'élaborer là maintenant les questions pour que tu puisses peut-être, ne serait-ce qu'en prenant le temps de les écouter, voir quel impact ça peut avoir sur toi rien qu'en les écoutant. Et pourquoi en fait j'ai aussi voulu traiter ce thème ? C'est tout simplement, comme je disais juste avant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent concernées, et que lorsqu'on a cette sensation qu'on devient rempli que à travers l'approbation, la validation et ce sentiment d'appartenance à travers le regard de l'autre, c'est parce que à l'intérieur de soi, dans ce syndrome d'invisibilité, de cette blessure de la transparence, il y a un grand manque de ce que j'appelle de sécurité intérieure. Et du coup, on va aller comprendre à travers ces questions, ce cheminement en fait, comment cette insécurité intérieure est venue et comment on peut, au contraire, reconstruire de la sécurité à l'intérieur de soi pour ne pas sentir ce besoin permanent de validation du regard de l'autre ou de sentir que toute sa vie prend sens quand l'autre me voit, pour enfin vivre, ce que j'ai envie de dire, un lien d'attachement plus sécure déjà avec soi-même, mais aussi du coup avec l'autre, et qui va amener du coup des relations beaucoup plus, je dirais, saines, mais aussi beaucoup plus responsables et engagées. Donc ces premières questions que j'aimerais que tu vois que ça commence à peut-être à gamberger dans ta tête. La première question, c'est déjà qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sentiment de devoir exister à travers, ou sentir ce besoin plutôt que ce devoir d'exister à travers le regard de l'autre. Donc en clair, qu'est-ce que j'entends par ces termes ? Puis ensuite, d'aller un peu plus profond, de comprendre un peu d'où viennent ces conditionnements, souvent basés dans l'enfance, qui font qu'on a adopté par mécanisme ce besoin d'exister à travers le regard de l'autre.
puis enfin de voir un petit peu quel est l'impact que ça a quand on est adulte dans notre manière d'agir, dans nos comportements, dans nos attitudes vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire d'avoir vraiment des situations cas, peut-être que tu vas te retrouver là-dedans, donc ça va être intéressant justement de pouvoir ressentir ce que ça provoque en toi et peut-être te questionner, d'entrer dans cette réflexion intérieure, et ensuite d'aller voir quelles problématiques ça induit dans ton intimité au quotidien, que ça soit sexuel, que ça soit relationnel, que ça soit aussi professionnel. Parce que forcément, si ce besoin de sentir que son existence prend sens quand on a la validation, le regard de l'autre ou l'interaction avec l'autre, forcément, il y a peut-être des espaces en soi qui vont créer un vide d'intimité intérieure, c'est-à-dire avec soi-même. Et ça va être hyper intéressant de le comprendre. Puis enfin, de voir quelles sont ces possibilités d'aller changer ses propres comportements, ses propres mécanismes d'insécurité intérieure pour ramener ce sentiment de sécurité intérieure, et notamment par quelques pratiques que je vais te livrer à la fin de ce podcast. Donc en clair, comment s'en libérer de ce syndrome d'invisibilité, de cette blessure de transparence. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que j'entends en fait quand on a l'impression de devoir exister à travers les yeux de l'autre tout le temps? C'est-à-dire que toute sa vie prend sens, on sent cette intensité de vie, cette flamme intérieure rejaillir une fois qu'en fait on rentre dans des interactions, je dirais relationnelles, où il y a du lien, il y a la création de liens. Et très souvent, on va le retrouver d'ailleurs, pour donner un exemple très concret, dans les relations amoureuses, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, tellement il y a cette sensation de non-existence solo, c'est-à-dire quand on est tout seul, qui vont jumper, c'est-à-dire d'aller d'une relation à une relation, parce que le sentiment de non-existence quand on est seul est tellement fort, c'est-à-dire ce qu'on appelle le vide intérieur, ce sentiment d'être une coquille vide est tellement puissant et tellement fort qu'on va avoir un besoin constant de relationner avec l'autre, de rechercher une sorte d'intensité relationnelle avec l'autre pour sentir cet espace du vivant en soi. Donc en clair, ça veut dire que toute la reconnaissance de soi-même passe forcément par l'interaction qu'on vit avec l'autre. Il n'y a aucun ou très peu d'espace où on se sent reconnu par soi-même, où on sent qu'on se donne sa valeur, où on se donne aussi sa confiance et son estime de soi sur qui on est, sur ses besoins, ses envies, ses limites, même si ça pourrait être contraire à l'opinion de l'autre. En clair, on a un besoin de validation constante, de se sentir aimé, de se sentir accepté, validé constamment à travers l'interaction que je vis avec l'autre. Et ça, on le retrouve énormément dans les relations, amoureuses, mais aussi professionnelles et amicales. Et ça, je ne sais pas si tu commences à voir un petit peu si tu as ce type de comportement parfois, ou souvent. Mais en fait, si on commence à déconstruire cette blessure, ce syndrome d'invisibilité ou cette blessure de transparence, on va commencer à voir en fait qu'il y a des peurs. Ces peurs justement de ne pas être validé, de ne pas être aimé, d'être abandonné, d'être rejeté, de ne pas appartenir. Et qui fait que du coup, ça amène à cette sensation de non-existence. Et d'ailleurs, on se dit souvent, inconsciemment ou consciemment, si je fais ça pour l'autre, si je le satisfais dans tel ou tel domaine, je suis sûre que je vais être validée, je suis sûre que ça va éviter les conflits, je suis sûre que là au moins il sera satisfait ou sera satisfaite et que du coup, je serai apaisée. C'est-à-dire qu'on va vraiment prendre le temps de répondre plus aux demandes de l'autre que d'écouter ses propres besoins, ses propres demandes à soi. C'est en ça où en fait, dans cette blessure, ce syndrome, on va créer inconsciemment la désappropriation identitaire. C'est-à-dire que soi-même, on n'existe plus. Et c'est là qui est étrange, c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'on a tellement une envie oppressante d'exister pour l'autre qu'en fait on se rend même plus compte qu'on n'existe plus pour soi-même. Tout ça est né de ce sentiment, de ce vide, de ce sentiment de cette coquille qui est notre corps, qu'à l'intérieur c'est tellement vide, c'est tellement intersidéral ce vide, que au moins si je réponds aux besoins de l'autre, au moins si je sais que je donne à l'autre, je sais comment là j'existe. Parce que quand moi je suis toute seule, je ne sais pas qui je suis. Parce qu'en effet, en fait, dans ce cercle, un peu ce serpent qui se mord la queue, de ce besoin de vraiment briller à travers le regard de l'autre, de sentir qu'on devient intense, de vivant à l'intérieur dès qu'il y a une action avec l'autre, en fait, on ne se rend pas compte qu'on s'épuise parce qu'en fait, on va répondre plus aux besoins de l'autre, voire même d'aller plus loin que les besoins de l'autre, c'est d'aller dans le contrôle de ce qu'on va donner à l'autre pour être sûr qu'il nous aime, qu'il est sûr qu'il nous rejette pas, qui fait qu'en fait, on est totalement
est petit à petit, avec le temps, en train de s'éteindre encore et encore plus avec soi-même. Et c'est là que ça va être intéressant, du coup, comme je te disais, d'aller plus loin. Mais j'aimerais aussi appuyer sur le fait que c'est pas juste une impression psychologique qui est née comme ça, c'est quelque chose qui est latent depuis des années et des années, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est construit, qui s'est ancré dans un mécanisme de fonctionnement dans ton système nerveux. Donc c'est important de déculpabiliser, c'est-à-dire que en fait c'est hyper inconscient ce schéma-là parce qu'il vient d'une histoire qu'on va parler juste après. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ce besoin oppressant que la société nous met tout le temps à l'intérieur de nous sur le fait de, eh bien, tu sais quoi, toi, t'es validé que si tu montres ta légitimité à travers ta performance, ta productivité. C'est-à-dire que je ne suis vue que par le paraître, je ne suis vue que parce que je suis capable de donner à l'autre. Et je suis, par toute ma réussite, que ce soit de statut social, mais que je parle de statut social économique, donc la profession, mais aussi le statut social en termes de est-ce que je suis célibataire, est-ce que je suis en couple, est-ce que j'ai une famille. C'est-à-dire que notre réussite, en fait, notre validation, on est vu que si en fait on répond à tout ce cadre social et sociétal. Et tu dois sûrement le ressentir. Par exemple, si tu es célibataire, ce sentiment, par exemple, que quand tu peux être à un mariage ou même en famille, dans des soirées ou quoi que ce soit, et que tu es la seule célibataire, il y a un truc où tu sens ouf. En fait, on ne te voit pas trop, quoi, ou on va te mettre limite dans la table des enfants. Il y a un autre truc aussi qui est hyper déplaisant, c'est quand on est au chômage ou quand tu as une maladie ou qu'on fait face à une transition de vie qui n'est pas agréable et d'un coup, on est moins actif dans la société, bam, on est mis de côté, on nous voit un peu moins. Donc la blessure de transparence, elle va encore plus s'éveiller si déjà elle était bien présente, c'est-à-dire ce sentiment de vide intersidéral avec soi. Mais en plus, la société va appuyer dessus. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit dans le collectif. Dans le conscient ou l'inconscient collectif, on le vit. Donc je ne sais pas si ça te fait écho, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très présent au quotidien. Maintenant, moi, ce que je vais vouloir aborder avec toi, mais c'est d'où vient en fait ces conditionnements. Forcément, cette blessure de transparence, ce syndrome d'invisibilité, il a une histoire, il vient de l'enfance. C'est-à-dire que s'il y a un enfant, et déjà, on va parler même, avant même d'aller plus loin, on va parler de la base, un bébé. Un bébé se sent en fait, qui commence à avoir une identité, entre guillemets, ou qui commence à avoir un attachement à travers les premiers regards avec ses parents, ou avec ses figures d'attachement. Mais aussi, du coup, ce lien d'attachement ne se construit pas s'il n'y a pas ces figures d'attachement. D'où la problématique, par exemple, des enfants qui ont été élevés dans les foyers. Parce qu'il n'y a pas une figure d'attachement, je dirais, constante, sécure, par cette récurrence de cette constance. C'est-à-dire qu'on voit le père ou la mère tous les jours et qu'il y a une interaction par le regard. Mais le bébé, quand il va sentir qu'en fait, à travers les mimiques du parent ou de la figure d'attachement, ou à travers aussi la voix qui est posée, il va sentir en fait qu'il va se passer une interaction, parce que ça c'est le cerveau reptilien, par rapport au cerveau qu'on appelle le cortex, c'est-à-dire des 5 sens, qui va envoyer un message en fait au cerveau du souvenir qu'on appelle le limbique, au cerveau reptilien qui est le cerveau de la survie, donc le système nerveux justement, qui va emmagasiner si ce qu'il est en train de vivre et dans la manière dont il interagit avec est sécurisant ou pas, s'il y a du danger ou pas. C'est ce qu'on appelle en neurosciences l'attachement de neuroception, c'est-à-dire que le cerveau, il est tout le temps en train de scanner là ce qui se passe dans l'environnement. Et donc là, pour un enfant, vu que sa vision se développe peu à peu, ça va être la figure du parent. Et qu'en fonction de comment il interagit avec le parent et que le parent, comment il répond par le regard, la voix, le souffle, eh ben, il va interpréter. Il va interpréter à travers donc le cortex, les 5 sens, ce qui va se passer en termes de sécurité ou pas sécurité. Donc il va emmagasiner des informations qu'on appelle les souvenirs et voir si ces souvenirs sont sécures ou pas sécures. Et en fonction si c'est pas sécure, il va adapter, se moduler dans les comportements. Et c'est hyper important de comprendre que ça, c'est déjà dès la phase bébé. Mais imagine, de plus en plus tu te développes, donc l'enfant, il va emmagasiner de plus en plus d'informations, en plus se construit peu à peu sa maturité je dirais, cognitif, et il va commencer donc à emmagasiner encore beaucoup plus d'histoires et de souvenirs face à ces situations qu'il a vécues enfant. Donc imagine, s'il entend de la part de ses parents ou des figures d'attachement ou des camarades
ou des enseignants en fait, parce que c'est tout ce qui va faire partie de l'environnement de l'enfant de son plus jeune âge jusqu'à son âge de jeune adulte, et qu'il entend « Oh là là, écoute, j'ai pas le temps là aujourd'hui de t'écouter, on prendra le temps plus tard, là je suis occupée ». Donc c'est-à-dire déjà, il y a une priorisation. C'est moi je suis occupée, tu vis quelque chose, tu as envie de t'exprimer sur quelque chose, j'ai pas le temps pour toi. Oh là là, t'es toujours en train de faire des histoires pour rien, toi. T'es agaçant à la fin. Ou ah mais c'est pas grave, t'en fais vraiment trop pour rien. Mais pourquoi tu pleures comme ça? Pourquoi tu réagis comme ça? Ou bien ah j'ai plus envie de jouer avec toi parce que tu vois, c'est pas bien ce que t'as fait, t'es méchant. Toutes ces petites phrases à droite, à gauche, ça emmagasine. Et bien pour l'enfant, cette idée que waouh, en fait pour être aimé, pour être validé, pour exister, du coup, il faut que j'apprenne à me moduler. Il faut que j'apprenne à porter ce qu'on appelle cruellement les masques sociaux. Parce qu'en fait, c'est insécurisant d'être rejeté. C'est insécurisant de ressentir qu'en fait, possiblement, mon père ou ma mère ne me regarde plus parce que j'ai pas agi, ou je me suis comportée selon lui ou selon elle, ou parce que lui ou elle vivent des situations déplaisantes et mettent en moi un comportement tellement insécure que j'ai appris à me dire qu'il faut que je me fasse le plus petit possible dans moi, mes besoins, pour pouvoir répondre aux besoins de l'adulte ou des autres figures d'attachement ou de création de liens sur le moment quand je suis enfant. C'est hyper troublant pour un enfant. Alors évidemment il va forcément faire face à ces petits mécanismes à un moment donné, parce on est à l'abri de rien. Mais imagine que si tu grandis en plus dans une structure, ou que tu as grandi dans une structure qui est encore plus insécurisante, c'est-à-dire que t'as eu une enfance où il y a eu de la violence physique, violence verbale, violence sexuelle, où il y a eu de l'alcool, de la drogue, insécurité en permanence du comportement du père ou de la mère ou d'autres figures d'attachement, où il y a c'est imprévisible leur comportement. Un coup ça peut être cool, et puis d'un coup, bam, tu peux te manger une mandale dans la figure, tu sais pas pourquoi, ou ton père ou ta mère te crie dessus, tu comprends pas parce qu'il a passé une mauvaise journée ou quoi que ce soit, ou bien tu as dû apprendre à te moduler parce que tes parents sont toujours occupés, et donc du coup c'est toi qui dois remplir des besoins à la maison, ou de relations à la maison avec les frères, les sœurs, ou voir qu'il faut pas trop en demander aux parents. Forcément, ce sentiment du coup que ces besoins ou ces désirs ou ces limites à soi, il n'y a pas d'espace pour qu'elles soient entendues quand on est enfant. Donc l'enfant, il a appris à se moduler dès le départ. Dès le départ, pour pouvoir être sûr qu'en minimisant ses besoins, en minimisant ses désirs et en n'imposant pas ses limites, il soit accepté, validé et donc exister aux yeux de ses parents ou d'autres figures d'attachement ou ses camarades ou les enseignants. Ce qui est, en fait, quand on y pense, la construction même de l'insécurité pour un enfant, parce que l'enfant, il apprend à être en hypervigilance. Et plus l'insécurité, l'environnement social et familial est critique, plus l'enfant va être dans cette hypervigilance. Et en fait, on fait développer chez l'enfant dès le plus jeune âge ce qu'on appelle l'anxiété relationnelle du fait du lien d'attachement. Mais ce qui va être en plus perfide dans cette histoire, c'est qu'il va emmagasiner dans ce système nerveux cette référence que c'est ça la création du lien. C'est-à-dire que s'il a vécu toujours dans un lien où c'est conflictuel à la maison, où il y a des disputes, de la violence, il va penser que d'être aimé et que donc d'être validé dans son existence, elle existe par ce biais, dans le biais d'attachement cognitif. C'est fou en fait quand on y pense. Donc imagine bien, en termes de comportement, pour l'adulte, ce que ça fait. Et on va en parler dans cette troisième partie. Parce que tout ce que l'enfant a emmagasiné comme information, parce qu'il va développer l'hypervigilance, comme je disais, donc il va apprendre à se dissocier, lui, de ses besoins, de se dissocier, lui, de toutes ses émotions, pour s'assurer d'être tout le temps en train d'observer si, au moins, s'il met un pas quelque part, ça va être calme, ça va être cool, ça va être validé. Donc on va être un futur, ce qu'on appelle people pleaser, quelqu'un qui sait bien satisfaire les besoins de l'autre, parce qu'il va apprendre tout le temps à s'assurer que ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il dit pas ou ce qu'il ne fait pas aussi, d'ailleurs, ça va être validé par l'autre. Mais du coup, totalement mis de côté lui dans ses propres besoins, autant physiques, émotionnels que mentaux. Plus tard aussi sexuels, puisque ce qu'on peut être dans sa capacité en fait d'être vu, entendu, accepté tel qu'on est, si on ne l'est pas déjà dans le mental et l'émotionnel, sexuellement on va être en capacité d'être hyper open bar et de se donner sans compter, parce qu'on se dit que c'est ça aussi l'amour, il faut satisfaire les besoins de l'autre. Donc maintenant on va parler justement de qu'est-ce que ça implique en termes de comportement ou d'attitude chez l'adulte quand il a emmagasiné tous ces espaces, en sachant que
je dirais en fonction de l'intensité de ton vécu, de ton passé, tu vas avoir plus ou moins des marqueurs. Mais possiblement, tu en auras un ou deux là dans ces marqueurs ou dans ces facteurs de comportement. Mais sûr que si tu as vécu dans un environnement chaotique, tu vas être très anxieux relationnellement parlant et avoir un besoin de validation constante vis-à-vis de l'autre et de se dire que j'existe qu'au regard et au sourire de l'autre. Ça va être plus marqué encore chez les gens qui ont vécu vraiment ces enfants qui ont vécu dans des facteurs hyper insécurisants enfants. Alors adulte, comment ce schéma bien revient ? Par exemple, on n'ose absolument pas exprimer ses besoins, ses envies, ses limites, parce que de toute façon, ça n'a plus ou moins jamais été trop écouté enfant. Voire qu'on ne sait même plus en fait qu'on a des besoins, des envies et des limites, parce que comme le seuil de tolérance va être tellement bien élevé, donc la mise en sécurité très basse, forcément on va vouloir remplir les besoins de l'autre. Donc ça veut dire quoi ? C'est qu'on va se donner sans limite, autant d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire qu'on va être un workaholic, parce qu'on va sentir que sa validation, son être existe par rapport à ce qu'il produit. Donc répond non seulement au phénomène de la société, mais aussi parce que de toute façon, émotionnellement, on est complètement vide, puisque de toute façon, depuis qu'on est tout petit, on nous a dit de nous éloigner de nos émotions. On va se donner aussi énormément dans sa sexualité, on va se donner énormément dans ce côté sacrificiel de soi, dans les relations affectives, les relations amicales, les relations familiales. Donc bref, en clair, on se donne et on se donne sans limite, puisque de toute façon, comme je disais, on ne connaît pas ses limites puisqu'on ne connaît pas ses besoins et ses envies. Mais tout ça, ça va épuiser. Ça épuise et ça épuise et ça vide et ça vide. Et là où on a l'impression qu'en vérité, comme je disais précédemment, on se remplit à travers, en fait, en donnant à l'autre, en fait, on se rend pas compte qu'on se vide de plus en plus et qu'en fait, ça va venir accentuer la blessure de transparence et la blessure d'invisibilité parce que justement, l'enfant en soi, c'est-à-dire cette ancienne version, l'enfant intérieur en soi, a besoin d'être vu par l'adulte qui est aujourd'hui toi, par exemple, a besoin d'être entendu dans ses besoins et d'être validé dans ses ressentis. Et ça va être hyper important de comprendre justement que ça va faire partie de la reconstruction. Donc du coup, comment on peut voir si en tant qu'adulte, on a justement un peu ces comportements où on cherche toujours à prouver son existence à travers le regard de l'autre. Je vais te donner quelques descriptions, quelques possibilités. Peut-être que toi, ça va te faire tilt sur certains, ou peut-être même dans tout. Mais en tout cas, je te donne certaines possibilités. Bien entendu, il pourrait en avoir d'autres, mais ce sont des comportements globaux, généraux, qui montrent en fait cette anxiété relationnelle à vouloir s'assurer de ne pas être transparent ou invisible à l'autre en mettant en place un mécanisme de comportement, d'attitude vis-à-vis de ces interactions, qu'elles soient, comme je le répète, affectives, amoureuses, professionnelles, sociales, amicales, familiales. On peut les sentir dans plusieurs types de contextes. Donc moi, je vais te donner quelques exemples, mais tu pourrais vraiment l'élargir sur plusieurs contextes. Par exemple, une des attitudes qui est assez commune quand on a peur d'être justement invisible et qu'on a peur du coup de ne pas exister, ça va être d'être un peu passif dans son attitude, c'est-à-dire qu'on va attendre que l'autre prend l'initiative pour tout simplement s'assurer qu'on réponde à son besoin et on va souvent justement ne pas émettre son opinion ou émettre son petit grain de sel dans par exemple une prise de décision. On va dire ok, comme tu veux, et ça peut vraiment partir du quotidien que sur des gros projets. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment une communication ou une attitude assez passive pour s'assurer en fait de plaire à l'autre et de pas... Alors que même à l'intérieur de soi, il peut y avoir un avis hyper divergent où on peut sentir que ça serre les viscères parce que j'ai dit oui à l'autre sur un sujet alors qu'en fait, peut-être que j'y pense, que je suis pas du tout d'accord. Et on peut l'avoir, par exemple, dans des contextes, mais vraiment hyper banals, où on va se mettre en retrait. Par exemple, l'un des premiers comportements qu'on pourrait avoir, c'est un peu cette attente passive. C'est-à-dire qu'on va attendre que l'autre prend l'initiative et nous, on se met en retrait, on back up. Parce qu'on sent qu'on a plus ou moins peut-être en plus testé que quand on fait une demande, c'est pas forcément entendu, écouté, validé ou voire même complètement négligé. On peut vivre des micro-ghostings, c'est-à-dire que l'autre ne répond même pas à notre demande. Du coup, on est dans l'attente. On est dans l'attente de cette forme de validation qu'on existe à travers l'autre où en fait on va attendre que l'autre se manifeste et ça tu vas te reconnaître sûrement dans des situations, dans des relations amoureuses où c'est l'autre qui va proposer.
C'est-à-dire qu'il va dire ah en fait je suis disponible là, ça te dit qu'on se voit, alors que si ça tombe depuis la veille, depuis 3 jours, depuis une semaine, t'attends de voir la personne, mais que du coup tu vas pas oser faire le pas, ou tu vas subtilement mettre des petits messages pour dire ah ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ah j'aimerais trop que, et tu vois que l'autre ne répond pas, donc du coup tu te dis oh là là mais qu'est-ce qui se passe, c'est que je suis pas assez bien pour lui, ou pour elle, je suis trop, je suis pas assez, et quelque part ça va creuser ce sentiment de vide intérieur, et sûrement pendant ce temps d'attente, dans cette attente passive, t'émettre ce sentiment d'avoir peu de valeur, voire pas de valeur, et te donner ce sentiment aussi que quand tu vas recevoir le message, boum, là où c'était le vide, comme je le dis souvent, intersidéral, ou voire où ce sentiment d'être éteint, d'un coup, il y a de l'excitation qui revient, de l'intensité, comme si on avait rallumé la flamme, parce qu'on a reçu un message de quelqu'un, qu'on était dans cette attente passive, c'est-à-dire que pendant tout ce temps, eh ben, on attend. Et du coup, là où on pourrait passer des moments pour prendre soin de soi, de faire des activités, voir d'autres personnes, en fait, on se met en situation d'attente, on va aller checker son téléphone un milliard de fois pour voir s'il envoie un message, pas un message, et ça crée en fait cette prise de non-initiative pour soi-même, de se faire du bien pendant le temps où l'autre ou pas se manifeste, c'est-à-dire qu'on n'est pas dépendant du sourire de la personne, ou de l'attitude, ou de l'action, du verbal de la personne, mais on est totalement indépendant pour soi, pour se vivre pleinement, pendant que l'autre, s'il le désire un jour, se manifeste ou pas, ou bien tout simplement dire écoute, moi je t'avoue que ça ne me convient pas de voir qu'il y a un non-retour de réponse, ou une absence de retour, d'envie d'aller se voir ou quoi que ce soit. C'est-à-dire mettre ses limites. Et là, cette attente passive, je suis sûre que tu dois la retrouver aussi dans le travail, où on attend que l'autre... Ah, j'ai envie, par exemple, je vais donner un exemple hyper concret, j'ai envie, ça va pas dans mon travail, avec certains collègues, ou même avec mon manager ou ma manager, et j'ose pas aller lui dire. J'attends passivement. J'attends, jusqu'à en fait trouver une pseudo-solution, ou attendre que ce soit la personne qui vient vers moi, ou par exemple même pour des augmentations. On a peur d'aller vers la personne parce qu'on a peur de ne pas être validé. Mais par contre, on va continuer à donner, voire même, et là ça va être un deuxième comportement qu'on va pouvoir observer, c'est donner tellement qu'on donne par anticipation. On va donner plus qu'il en faut pour s'assurer justement que l'autre nous voit dans tout ce qu'on donne, et qu'on soit validé, qu'on attend peut-être des compliments, d'un retour justement de mise en valeur, de dire ah bah sans toi j'y serais pas arrivée, heureusement que tu es là. Vous voyez un peu ce truc, ah bah dis donc c'est trop chouette, franchement je me sens hyper bien accueillie par toi, parce qu'on donne, donc c'est-à-dire qu'on donne par anticipation, donc ça c'est vraiment une deuxième forme de comportement, qui fait qu'en fait on va s'épuiser à donner pour être sûr d'exister par les actions, par la manière dont on va se comporter, l'attitude de tout ce qu'on va pouvoir donner par le corps, par l'âme, par le mental, par le physique, et ça peut créer du coup encore plus pour soi de l'épuisement et son vide intersidéral interne. Et le côté perfide, c'est que plus on donne, plus on a l'impression donc du coup qu'il y a une forme de reconnaissance et donc d'existence. Mais on ne s'en rend pas compte que si on ne donne plus, possiblement on va se dire que l'autre va nous rejeter, va nous abandonner. Donc on va être dans une hyper vigilance constante sur le fait de devoir toujours donner. Donc ça, tu peux le repérer très facilement au travail, où on donne. Puis après, on a le sentiment de ne pas avoir de reconnaissance à la fin, et d'être insignifiant, de ne pas exister aux yeux de l'autre. Et donc ça crée une angoisse, et voire même une impression d'avoir été utilisé et abusé dans cette situation. Et ça, tu peux le retrouver aussi dans les relations amicales, familiales et amoureuses. C'est-à-dire, à force de donner, on donne tout. On donne toutes ces perles, tout ce qui est précieux en nous, parce qu'on a tellement envie d'être aimé, d'être validé et d'être signifiant pour la personne devant soi, qu'on en oublie qu'en fait, on ne se respecte pas dans cette situation-là, parce qu'il n'y a pas forcément un retour d'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a un retour sain de reconnaissance, mais au-delà de ça, c'est qu'il y a surtout à la base une demande qui est posée par l'autre. C'est-à-dire que parfois, à force de donner,
la personne en face de soi, on va se dire, elle va pas peut-être redonner en retour, ou elle va pas être reconnaissante parce que elle se dit, bah, elle donne, c'est que la personne, elle a envie, en fait. Elle voit pas que c'est parce qu'il y a un besoin d'exister ou quoi que ce soit, parce que tout ça, c'est inconscient dans les relations. Et donc, quand soit on va dire, bah dis donc, voilà, moi j'avais fait ça pour toi, bah voilà, j'avais proposé ce projet, j'ai mis la main à la pâte sur ce projet, mais j'ai pas de reconnaissance d'un point de vue financier, d'un point de vue ne serait-ce que moral, et tout ce qui pourrait se passer. Et du coup, la personne en face de soi elle me dit, mais attends, mais je t'ai rien demandé moi à la base. Et là, bam, grosse blessure qui va se réveiller de dire, waouh. Donc, non seulement j'ai trop donné, mais ça on s'en rend compte bien que trop tard, mais en fait genre, ça va réveiller la blessure d'avoir été utilisé, mais parce que ça a été appuyé par cette blessure de transparence, ce syndrome de besoin d'être visible, donc ce syndrome d'invisibilité, qui fait qu'en fait on va vouloir nourrir des espaces en fait qui n'avaient pas besoin, que c'était pas nécessaire, parce que ça n'a pas été demandé. Et qu'en vérité, on ne le fait pas réellement pour l'autre, on le fait pour s'assurer soit d'exister à travers l'autre, à travers ce qu'on va donner, émettre, produire. Et ça, du coup, c'est une autre attitude. Et je suis sûre que potentiellement, tu vas te reconnaître là-dedans. Ensuite, une autre attitude ou un autre comportement adulte qui est imbriqué de ce schéma, de ce mécanisme inconscient de s'assurer sa sécurité, d'exister à travers l'autre, ça va être, et c'est hyper inconscient et tiens-toi bien assis, c'est d'aller chercher le conflit pour pouvoir exister. C'est-à-dire que si on a vécu, comme j'avais dit précédemment, dans un mécanisme de violence, dans un système familial plutôt violent, où il y a une dysfonctionnalité clairement familiale, eh ben, en fait, on a appris à exister dans le conflit. On a appris à exister dans la négligence, la maltraitance, l'absence. L'absence de lien, j'ai oublié de finir ma phrase. Mais du coup, quand on va vouloir être en relation, eh ben, quand il y a une absence de lien, on se sent exister. C'est-à-dire que ça fait mal, on a l'impression qu'on vaut rien, ça nous ramène à quelque chose de très dur à vivre à l'intérieur de soi. Mais en fait, à ce moment-là, à travers les ressentis que ça émet en moi, par l'interaction que l'autre ou l'autre, dans soit sa négligence, sa maltraitance ou son absence, me fait exister dans l'intensité. Et sans le vouloir, inconsciemment, on va aller chercher le conflit avec l'autre. Pourquoi ? Parce que ça offre cette même intensité qu'on a vécue enfant, qui du coup nous prouve qu'on existe par cette intensité. Et ça, c'est le petit BDSM intérieur, ce que j'appelle moi, en tout cas le BDSM intérieur, c'est son petit côté inconscient de chercher en fait le conflit pour pouvoir en fait se nourrir de ressentis qui nous donnent ce sentiment d'être vivant. Sinon, auquel cas, ça rappelle le vide. Le vide, ça rappelle cette forme de silence ou de choses qui est tellement viscérale à l'intérieur de soi qu'on a l'impression que il y a rien à l'intérieur de soi. Et là, ça, c'est préférable de vivre les ressentis intenses à travers la négligence, la maltraitance ou l'absence que que de vivre pleinement le vide pour comprendre un peu mieux d'où vient ce vide. Donc ça, c'est une autre partie, un autre type de comportement. Ensuite, il y a d'autres types de comportements que je vais énumérer brièvement, qui va être en fait cet état de fusion totale, c'est-à-dire que tous les besoins de l'autre sont exactement pour moi les bons besoins. C'est-à-dire que oui, tu aimes ça, oui, moi aussi j'aime ça. Tu fais comme il te plaît tout le temps. C'est vraiment, on se calque sur l'autre dans tout. Système de pensée, système je dirais même amical, familial. En fait, on se fond complètement dans l'autre. Donc c'est un système de codépendance le plus, je dirais, intense, mais on se fond complètement dans l'autre. Un autre des systèmes aussi, c'est son incapacité à dire non. On ne peut pas dire non. Il faut forcément qu'on dise oui à tout pour s'assurer de satisfaire l'autre et de ne pas rentrer en conflit. Et du coup, de s'assurer qu'en fait, l'autre va nous aimer parce qu'on dit tout le temps oui. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette capacité à mettre ses limites. Donc ça, c'est aussi un des traits des caractères de la personne qui a peur d'être tellement transparent ou insignifiant ou invisible qu'il va ou elle va, eh bien, tout le temps dire oui. Donc, c'est ta capacité à dire non, d'être vraiment cette forme sacrificielle, quoi. Parce qu'en fait, on se dit que si on met ses limites, l'autre va nous rejeter, va nous abandonner, va pas nous aimer. Et puis ensuite,
là où tu comprendras aussi, je pense que ça découle un peu de ce que je viens de dire au départ, c'est cette hyper exigence avec soi-même. C'est-à-dire qu'on est dans une performance quasi constante, enfin même constante. Il faut toujours aller plus loin, plus haut, donner plus. Et donc il y a une tellement l'hypervigilance de cette peur de ne pas être aimé et de ne pas être validé est tellement présente que du coup on va être hyper performant avec soi-même, tout le temps et productif. Parce que derrière justement ce besoin de contrôle et de cette hyper-performance, on a peur que si on lâche, c'est-à-dire on lâche prise totalement et on s'écoute plutôt soi, on a peur que l'autre nous rejette. Donc on préfère toujours donner. Donc c'est vraiment des petits systématismes qui répondent aux 3 plus grands que j'ai donnés juste avant. Mais c'est pour vraiment te donner une idée un petit peu des attitudes adultes qu'on peut avoir dans nos relations, dans nos liens, actuellement, dans différents domaines, en fonction de cette peur de ne pas exister dans les yeux de l'autre. En fait, pour résumer ces comportements adultes, ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont des manifestations de mécanismes conscients ou inconscients d'adaptation pour s'assurer qu'on garde le lien, qu'on est en lien avec l'autre. Et que c'est une manière pour nous de nous sécuriser en adoptant ces comportements. Donc c'est vraiment un mécanisme d'adaptation. Et dans le langage du trauma et des neurosciences, c'est ce qu'on appelle, que je vous ai dit précédemment, l'hypervigilance. C'est-à-dire que le système nerveux scanne tout le temps son environnement, scanne tout le temps les relations, l'attitude, le comportement, la voix, le regard de l'autre, et tout ce qui est plutôt aussi énergétique, enfin ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ressent dans le corps. Il va scanner, voir si c'est dangereux ou c'est sécurisant. Et en fonction d'eux, il s'adapte. Et il se module, il se modifie pour s'assurer que tout le temps, il y a cette pseudo-sécurisation intérieure, que l'autre va toujours nous valider, toujours nous aimer, toujours montrer qu'on est important, signifiant, et donc exister ou apporter de l'intensité dans la relation. Parce que je rappelle que le conflit, c'est une manière de montrer qu'on est existant. Enfin, la recherche du conflit. Pareil, je dis toujours que c'est conscient et inconscient. C'est ce qu'on appelle souvent, du coup, l'anxiété relationnelle, qu'elle soit introvertie ou extravertie. Là, je vais vraiment faire un beau podcast sur les styles d'attachement, mais en fait, on a un style d'attachement anxieux. Et voire parfois même désorganisé, c'est-à-dire qu'en fait, un coup, on va vouloir que l'autre soit là, vouloir le remplir plein de besoins pour lui, puis d'un coup, oh là là, ça fait peur d'être dans le lien parce que c'est dangereux. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une structure où on essaye au maximum du mieux qu'on peut, avec tout ce qu'on a appris en référence dans le passé, on essaye de son mieux d'apporter pour soi de la sécurisation dans la sensation d'exister, parce que si on a cette sensation de ne pas exister, on a cette sensation de mourir. Et ça, c'est vraiment notre état primitif. Notre état primitif, c'est-à-dire le cerveau reptilien, il est là pour assurer notre survie. Et donc, s'il sent que cognitivement parlant, émotionnellement parlant, affectivement parlant, il y a du danger, il va tout faire pour éviter le danger. Sinon, c'est des micro-morts intérieures, d'où cette sensation de vide. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir comprendre comment on peut peut-être inverser la vapeur, inverser cette tendance et transformer l'anxiété relationnelle en quelque chose, en un compagnon, je dirais, qui est informationnel, informatif sur ce qui se passe réellement en soi. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que forcément, si on est toujours dans ce système de pseudo-sécurisation en s'adaptant tout le temps pour être sûr d'exister dans le regard des autres, c'est que ça va créer des conséquences sur l'intimité. Et cette intimité, c'est déjà première, c'est que ça peut apporter de la lourdeur dans la relation. Puisque si, par exemple, on est tout le temps en train de donner, on se met tout le temps, du coup, dans une exigence et une pression affolante à l'intérieur de soi, ça se ressent forcément à l'extérieur. Et qu'en étant toujours dans cette hyper-vigilance, en s'assurant toujours de répondre aux besoins de l'autre, en s'assurant que le cadre et le contexte est le plus satisfaisant possible, on s'empêche à la spontanéité parce que tout devient calculé, contrôlé. Et donc du coup, ce manque de spontanéité, cette absence du coup de légèreté, va se constater dans la relation parce que le cadre va être plus ou moins rigide. Et que du coup, dans une relation, que ce soit par exemple amoureuse, ça peut être très compliqué. Parce que l'autre va sentir que tout est sous contrôle. Va sentir que
son partenaire ou sa partenaire ne se lâche pas totalement. Et ça, on peut le remarquer notamment dans l'intimité sexuelle, parce que dans l'intimité affective, émotionnelle, il y a tellement une mise en alerte constante qu'en fait, dans la sexualité, ça ne peut pas se libérer. Ou au contraire, pour s'assurer qu'on satisfait l'autre, on va se donner, mais c'est toujours se donner, à 300% dans la sexualité. Mais pas en écoutant absolument pas ce qui est ok ou pas ok pour soi. Et forcément, dans cette intimité, déjà avec soi-même, il y a une totale absence d'écoute, d'exploration et de compréhension de ses besoins, de ses désirs et de ses limites à soi. Et ça veut dire qu'on devient totalement dans une... Ouais, j'appelle ça être open bar. On est complètement à porte ouverte pour tout le monde. Et ça va créer forcément à l'intérieur de soi ce sentiment que on n'existe qu'à travers nos actions, de ce qu'on produit, que ce qu'on donne, et on en oublie qu'en fait on a le droit de recevoir. Et qu'on a le droit aussi, en disant non, en fait, de sécuriser la relation. Déjà à travers soi, à l'intérieur de soi, mais aussi avec l'autre. Parce que l'autre, s'il commence à voir qu'on fait des choses qu'en fait ça ne nous plaît pas, il va se dire mais mince, mais pourquoi tu le fais alors, ça me rend triste. En fait, on ne se rend pas compte que en voulant se sécuriser à soi, on ne permet pas à l'autre aussi de comprendre vraiment qui on est. Mais en même temps, qui on est. Quand on a eu une enfance qui ne nous a pas donné le droit d'explorer ce fameux qui je suis. Et c'est là où toute la complexité va rentrer, c'est que les conséquences pour sa propre intimité sont énormes puisque ça nous a appris à nous dissocier, donc c'est un élément dissociatif, un comportement dissociatif entre soi, son corps mental, son corps émotionnel, son corps physique, sur nos réels besoins, nos réelles envies et nos limites. Et tout le réapprentissage, justement pour apprendre à se sécuriser et à comprendre que notre existence a de la valeur rien que parce qu'on est, eh bien, va passer par cette reconnaissance et cette réappropriation de son identité. Et c'est ça qui va être hyper capital et important. Parce que sans cela, on va être tout le temps en perdition d'identité et penser qu'on n'existe qu'à travers l'autre, alors qu'à la base, même si avec beaucoup de plaisir, c'est beau de sublimer les yeux de l'autre par son propre comportement et ses agissements, c'est parce qu'à la base, toutes ces capacités, on les a en soi de se voir soi-même. Mais en fait, on n'arrive pas à avoir son propre miroir à soi. On le voit dans le miroir de l'autre. Mais sauf que l'autre a aussi des attentes et des besoins et des limites différemment. Et donc du coup, ça ne va pas forcément plaire tout le temps. Et que parfois, la personne qui est devant nous n'est pas la bonne personne. Et qu'on est convaincu que c'est notre faute si la personne répond avec agressivité, maltraitance ou négligence ou absence. Mais parce que ça, c'est sur des modèles de référencement qui sont faussés et insécurisants depuis l'enfance. Et qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est réellement la sécurité à l'intérieur de soi, et que du coup, dans notre intimité la plus intense qui est être soi pour soi dans cette véracité, cette authenticité radicale et ce droit de se vivre pleinement, eh bien elle devient absente. Et c'est là pourquoi le vide se crée encore plus et de plus en plus, et qu'on va se dire il faut que je donne encore plus à l'autre. Mais c'est parce qu'en fait on ne se voit pas soi-même. Et de là naît vraiment la reconstruction. C'est quand on commence à se voir soi-même. Et c'est hyper important dans la reconstruction. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce mécanisme-là, même si, et sans culpabiliser, c'est hyper important. Ne soyez pas en colère contre vous, de vous dire « mais pourquoi j'agis comme ça ? Mais je le sais pourtant !» C'est un mécanisme inconscient. C'est ancré dans le système nerveux. Pour lui, ça veut dire que c'est validé, valable, c'est comme ça, puisque c'est comme ça qu'il a été aimé, c'est comme ça qu'il a été accepté. Donc, s'il n'a pas d'autres référencements, ça va être difficile en fait. S'il n'a pas d'autres data, d'autres informations de comment on peut créer du lien sécurisant, forcément c'est compliqué. Il va toujours aller chercher ce qu'il connaît, le cerveau. Parce qu'il sait que c'est là où en fait, au moins il est sûr de ne pas se tromper. Au moins il est sûr d'être accepté, au moins il est sûr d'exister. Rappelez-vous, le cerveau il est là pour la survie. Et tout le réapprentissage, c'est justement de se réassocier avec soi-même. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un comportement dissociatif et d'être à l'ouest de soi, on réapprend à avoir un comportement associatif. Parce que on peut se mettre en danger, en fait, du coup, inconsciemment, avec l'autre, en fait. Parce qu'on ne sait pas ce qui est bon et juste pour soi. Et du coup, ça va pouvoir accentuer des troubles
d'anxiété encore déjà bien présent et que ça peut se déteindre sur le corps physique, ça peut développer des troubles pathologiques, psychopathologiques, ça peut développer aussi donc des troubles physiques type des maladies. Parce que forcément, si on ne va pas bien à l'intérieur de soi, si on a l'impression qu'on n'a pas de valeur d'estime de soi, c'est tout le corps, tout le système hormonal, parce que le système nerveux fonctionne avec les hormones aussi. Et il va développer plus d'adrénaline que de sérotonine, de dopamine. Il va y avoir vraiment un état de stress tellement permanent que ça peut fermer tout le corps. Aussi dans la sexualité, créer des troubles sexuels, type vaginisme, troubles de l'érection, dyspareunie et tellement d'autres troubles, de perte de libido, parce qu'il y a tellement d'insécurité dans tout ce qui se passe. Donc, tout ça pour te dire que, évidemment, que l'apprentissage de se sécuriser, ce qu'on va parler là, même si ça va demander forcément d'aller être accompagné, d'aller voir en fait un thérapeute, une thérapeute, un psychologue spécialisé dans le trauma ou quoi que ce soit, ou spécialisé juste dans les troubles anxieux, d'aller justement reconstruire le système nerveux, ressourcer, apprendre enfin à s'autoréguler, chose qu'on n'a pas eu le droit enfant, puisqu'on a appris à se réguler face aux besoins de l'autre et qu'on continue à se réguler face aux besoins de l'autre. Et ça va être là où ça va être le gros travail pour enfin se sentir exister, signifiant pour soi et cesser de penser qu'on n'existe qu'à travers l'autre. Donc pour ça, moi, ce que je vais faire, pour que tu puisses, tout simplement respirer dans tout ce que je viens de te dire, et peut-être que tu vas sentir que ça fait écho en toi, je vais donner des petits tips, des petites astuces pour que tu puisses un peu voir un peu ce que ça peut cheminer à l'intérieur de toi, et pourquoi pas, si tu désires, te faire accompagner par des professionnels du lien. C'est important, ce que je dis, professionnels du lien, c'est-à-dire qu'ils savent ce que c'est que les liens d'attachement, qui savent ce que c'est que le trauma, la ressource du trauma, qui savent ce que c'est que les schémas anxieux dans les relations. Je vais donner un petit outil que tu vas pouvoir prendre le temps d'observer dans tes relations. Je vais baser ça sur des questions. Ces questions ont pour visée d'apprendre à comprendre la notion de sécurité intérieure. Et ça va être hyper capital, même si tu dis mais de quoi elle parle, qu'est-ce que ça veut dire me mettre en sécurité, je me sens en sécurité, justement on va en parler et ça fera l'objet d'autres podcasts, mais en tout cas c'est de poser déjà cette notion de sécurité intérieure, c'est-à-dire que de cesser d'être hyper trop tolérant ou tolérante sur plein d'autres trucs et donc d'être accessible, dire « Ah oui, mais c'est normal qu'il me demande ça. Oui, je le fais parce que il faut bien le faire. Oui, mais je tolère son comportement, mais c'est parce que c'est comme ça. Il est comme ça. » Non, en fait, tu vas apprendre aussi à te mettre en sécurité pour cesser d'être hyper tolérante, donc abaisser cette hyper tolérance, mais du coup aussi voir que cette hyper vigilance vient avec l'hyper tolérance, en mettant et en te basant sur ta sécurité intérieure. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que tu vas t'interroger par une première question. Parce que ce qui va être idéal, c'est de détecter les signaux que tu sens. Les signaux, ça va être typiquement physique et mental. Si tu sens que ça fait des agissements mentaux, ça fait un machine à laver mental dès que tu es en relation et que tu t'embourrines, tu n'arrives pas à en sortir et que c'est bien ancré dans le mental et tu peux te refaire les histoires 10 000 fois de telle sorte que j'appelle ça que l'INA, l'Institut National d'Audiovisuel, peut avoir une bibliothèque de films juste par une situation que tu as vécue. Ça révèle déjà l'anxiété relationnelle. Ensuite, il y a aussi l'agitation dans le corps. C'est-à-dire que tu es anxieux, tu trembles, tu as besoin de fumer, tu as besoin de boire, tu as besoin de prendre des substances, tu as besoin de beaucoup dormir, d'être en hypoactivité ou en hyperactivité. Ça aussi, c'est un signal. Ça, c'est les premiers signaux que je pourrais te dire, là, il serait peut-être moment de s'interroger pour comprendre pourquoi il y a autant d'agitation, autant mentale, émotionnelle ou physique. L'hypersexualisation aussi, en tout cas, de sentir qu'on a besoin d'être dans la sexualité ou d'utiliser la sexualité pour décharger son stress, c'est aussi un signal d'insécurité. Donc la première question, c'est à se poser, c'est quand tu sens toute cette agitation par rapport à une situation, par rapport à une relation, c'est de se poser deux grandes questions. La première, c'est est-ce que je me sens en sécurité avec ce qui vient de se passer ou avec cette relation que je vis ? C'est hyper important que tu te poses cette question. Quand je parle de sécurité, c'est bien entendu déjà d'un point de vue physique, mais surtout psychologique et émotionnel. Parce que le physique, si par exemple,
tu reçois de la violence physique, ça va se voir, ça se marque. Donc c'est clairement visible que c'est insécurisant ce que tu vis. Mais le psychologique et l'émotionnel, c'est plus versatile, c'est plus fin. Par exemple, est-ce que la personne m'écoute, me valide dans mes émotions, ou au contraire, met mes émotions de côté et dit toujours que c'est de ma faute? Ça, c'est une forme de violence. De ne pas être légitimisé dans tes émotions. Ou de te dire, oh, t'en fais trop ou t'en fais pas assez. Ou t'es chiant ou t'es chiante dès qu'on dit quelque chose et de ne pas sentir que t'es écouté et validé dans tes ressentis. C'est une forme d'insécurité émotionnelle et psychologique. C'est hyper important déjà de te poser la question, est-ce que je me sens en sécurité dans ce qui se passe, dans l'interaction que je suis en train de vivre? Et ça, pour n'importe quel domaine. Hyper important. Parce que c'est là où tu vas sentir justement si tu es accueilli dans le lien, si tu es vraiment vu avec aussi tes opinions divergentes. C'est hyper important. C'est là où tu sens que tu vas être validé, que tu vas être entendu, comprise, compris ou comprise. C'est hyper important. La deuxième question, si tu réponds déjà à cette première question qui est hyper importante, c'est est-ce que moi je me sens en sécurité à l'intérieur de moi dans cette interaction que je vis? C'est-à-dire que je peux très bien me sentir en sécurité avec la personne, je peux sentir que la personne m'entend, m'écoute, mais pourtant à l'intérieur de moi, c'est toujours le chaos et je sens qu'il y a quelque chose qui est toujours pas OK parce qu'il y a une peur constante, potentiellement, d'être abandonné ou d'être rejeté. Et que du coup, je vais chercher à toujours être validé, chercher à satisfaire le besoin de l'autre tout en oubliant le mien. Et là, c'est une autre question parce que du coup, certes, on peut avoir une sécurité extérieure et pourtant pas la vivre à l'intérieur de soi. Et si c'est insécurisant ce que tu vis à l'extérieur de toi, forcément, tu vas entendre toute cette agitation à l'intérieur de toi d'insécurité intérieure. C'est-à-dire que c'est hyper important de déterminer déjà si le terrain de ce que je vis, de cette agitation que je peux vivre dans mon mental ou dans mon corps physique, émotionnel, est-ce que c'est dû à l'extérieur à grande proportion, ou est-ce que c'est moi qui n'arrive pas à me rassurer dans une situation alors que pourtant tout à l'extérieur est mis à disposition? Ce qui est complètement différent, c'est déjà d'identifier. Les 3/4 du temps, je dis souvent, c'est l'extérieur qui va refléter l'intérieur qui va refléter l'extérieur. Il y a quelque chose qui se joue. Mais c'est important du coup de s'engager, de se responsabiliser sur ce qui se passe, parce que plus tu vas détecter en fait que forcément je me sens en insécurité, je me sens pas entendue par l'autre, donc il faudrait peut-être que je me dise, mais pour me mettre encore plus en sécurité, me poser les bonnes questions. Est-ce que cette relation elle est faite pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas des limites, un cadre que je dois mettre un peu plus, je dirais, de manière assertive? C'est pour ça que ça va être important de déterminer ces questions. Parce que tu vas voir si du coup tu vas être en capacité de mettre tes limites, de faire entendre tes besoins. Et si tu vois que tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a vraiment du coup cette double insécurité intérieure de se dire waouh, mais en fait si je mets mes limites, j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur de ne plus être existée, j'ai peur d'être rejetée par l'autre. Ça va être hyper important parce que quand tu vas peut-être observer, dire bah ouais mais en fait non j'arrive pas à mettre mes limites, mais du coup c'est quoi le mécanisme que je mets en place? Ah ouais, je dis oui, amen à tout. Ah ouais, non, mais en fait, du coup, je donne encore plus. Tu vois, tu vas pouvoir observer ton propre comportement parce que forcément, le mécanisme qui va faire surface si tu sens que ça crée de l'insécurité à l'intérieur de toi, c'est de te sécuriser parce que tu sais faire de mieux, c'est-à-dire t'adapter. Et donc là, tu vas voir toi-même tes propres mécanismes. Et ça, c'est hyper important. Donc déjà, c'est la prise de conscience et l'observation de soi dans ces interactions. Ensuite, ce qui est important quand tu t'es posé ces questions, c'est aussi d'identifier les peurs à l'intérieur. Et comme je disais, c'est souvent la peur du rejet, de l'abandon, d'être insignifiant, d'être invisible, d'être transparent, la peur de ne pas être aimé, et qui fait qu'on va vouloir répondre à tous ces besoins. Parce que nommer la peur, c'est la reconnaître. Et donc déjà, c'est une prise de conscience, donc déjà, c'est de pouvoir poser un nouveau jalon de relation plus sécurisante avec toi-même. Donc c'est hyper important de la reconnaître. Ensuite, c'est écouter du coup l'impact de cette peur que ça crée dans le corps quand tu vois qu'elle existe et qu'elle existe à travers ce côté insécurisant extérieur-intérieur, à l'intérieur de toi et à l'extérieur de ce que l'autre provoque à l'extérieur, ou la situation provoque à l'extérieur. C'est que ça crée quelque chose dans mon corps en fait, quand je suis face à cette peur. Quand je décortique mes comportements, quand je décortique le fait que je suis en insécurité,
oh, ça me serre les viscères, ça me serre le cœur, ça me noue la gorge, j'ai mal à la tête, j'ai envie de dormir, j'ai envie de tout faire péter. Enfin, ça crée quelque chose, ça crée du mouvement. Et du coup, c'est déterminé peut-être là, si je suis dans ma qualité d'écoute, mais de quoi j'aurais besoin là pour me sentir un peu mieux. Et c'est en étant dans ce mécanisme de questionnement que tu apprends à prendre soin de toi et donc de te rendre visible. Parce que tu vas apprendre et à comprendre que ta sécurité émotionnelle, mentale, physique est la priorité dans ce qui se vit. Et que oui, ça va être un véritable chemin. Je ne vais pas te dire que c'est facile, ça serait te mentir. Parce que vu que c'est des mécanismes tellement bien ancrés d'adaptation, pour être sûr d'être vu par l'autre, que apprendre à te voir toi dans ce que tu vis, ça va être tellement nouveau et tellement, je dirais, contre-intuitif que c'est du réapprentissage. C'est pour ça que j'appelle ça de la réappropriation identitaire. Se redonner du narcissisme, c'est-à-dire le droit d'exister dans le jeu. Et ça, c'est capital. Donc c'est déjà des clés d'avancement pour pouvoir apporter les jalons. Et bien entendu que ça va demander un suivi. Ça va demander un suivi thérapeutique pour aussi comprendre, à faire aussi des choix conscients sur quel type de relation est sain pour toi en fait. Inconsciemment, on ne se rend même pas compte, on a tellement vécu dans des formes de violence qu'on ne se rend même pas compte que ce qu'on vit, c'est même pas sain. Parce que c'est normalisé, c'est banalisé. Et c'est ça aussi qui va être important de voir en te posant ces questions et à comprendre donc la nécessité de prendre soin face à ces questions que tu vas te poser, ces réponses que tu vas retrouver à l'intérieur, de te dire mais attends, en fait est-ce que c'est sécurisant pour moi? Est-ce que j'ai pas le droit d'avoir un entourage plus accueillant, bienveillant, aimant, m'acceptant tel que je suis? Parce que j'apprends à m'accepter tel que je suis et j'ai envie et je désire d'être vue, aimée telle que je suis sans devoir donner tout le temps et d'avoir le droit de recevoir. Et là, tu redonnes toute ta force d'existence. Et peu à peu, ce syndrome d'invisibilité, cette blessure de la transparence, va commencer à s'étioler. Elle va avoir des petites répercussions, elle va être là encore dedans parce que, évidemment, c'est les échos du trauma. Mais en tout cas, elle va avoir tendance à prendre moins de place, jusque parfois avoir des infimes petites poussières de cette sensation de devoir exister à travers l'autre. Parce que tu vas combler en fait ton vide. Tu vas aller l'apprendre à le voir et à le combler en prenant soin de toi. Et c'est ça qui est important. Et pour ça, tu vas aussi apprendre en fait, en t'écoutant, apprendre à voir ce qui t'appartient réellement. Qu'est-ce qui m'appartient réellement ou laquelle je suis responsable? Par exemple, ma sécurité intérieure, mes réactions, mes émotions, mon verbal. Et qu'est-ce qui l'est pas mais qui vient de l'autre? Et que du coup, je vais cesser de me remettre en question constamment. Et penser que c'est moi qui suis pas assez ou qui suis trop, qui doit toujours en donner plus pour être sûr d'être aimé, de valider et de ne pas être abandonné. Et tu vas voir que c'est un vrai cheminement, c'est un vrai retour à soi qui va demander honnêtement du courage. Mais un courage de se retrouver et de se redonner le droit d'être visible pour soi. Et que quand tu vas voir l'autre pétiller dans le regard de ce que tu vas pouvoir être, donner, faire, agir, même dans l'intimité sexuelle ou affective, parce que tu le vis déjà pleinement pour toi. Et tu vas cesser d'être transparente pour toi, pour plaire à l'autre. Tu vas l'incarner. Tu vas te vivre totalement. Et il n'y a rien de plus beau que se donner ce droit. Pour tous ces enfants de toi, ces versions du passé qui n'ont pas eu le droit. C'est redonner le droit à des espaces de soi qui n'ont jamais eu le droit d'exister. Et donc, c'est en ça que la blessure, en fait, elle commence à s'étioler. Parce que tu comprends la présence de ton existence, en fait. Et de ton existence dans ta propre présence. Oh, je suis poète, en plus. Poétesse. Donc voilà, c'est ce que je voulais te faire comme partage. Et que, bien entendu, pour vraiment t'en libérer, c'est déjà de prendre ce temps d'introspection avec toi-même, d'aller voir un petit peu, d'écrire, c'est très thérapeutique, mais aussi d'aller te faire accompagner. Moi, je suis une fervente croyante, c'est pas pour rien aussi que je suis thérapeute et notamment spécialisée dans tout ce qui est la ressource des traumas et la création du lien dans l'intimité sexuelle, affective, amoureux et plus que ça, social, professionnel, parce que
tout vient de soi, enfin tout vient de ce qu'on a vécu en fait, et tout vient de soi. Et je suis une fervente croyante que quand on se fait accompagner, on gagne de la clarté, du discernement sur ce qui se passe et qu'on casse nos schémas. Et je pense que c'est important de se donner le droit de casser les schémas. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. En tout cas, moi j'étais ravie de te le proposer. C'est vraiment avec je sais pas comment te dire, un émerveillement de te le proposer, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, je vis parfois encore avec moi-même, et l'impression d'être le fantôme de moi-même pour plaire à l'autre. Je peux t'assurer qu'il m'a bien suivi pendant des années. Donc voilà, n'hésite pas à me partager ce que toi t'as ressenti à propos de ce podcast. N'hésite pas, s'il te plaît, à venir me partager ton expérience, mais aussi à me poser des questions. Je serais ravie d'y répondre, et notamment à travers d'autres podcasts ou des stories si tu me joins à travers Instagram ou Facebook. Et moi, je te dis en attendant, s'il te plaît, prends soin de toi, et je te dis à la semaine prochaine, et en sachant que il y aura des nouveautés cette année. En tout cas, mon envie, c'est de vous apporter encore plus, j'ai envie de dire juste d'apprentissage à créer du véritable lien avec soi et avec l'autre, et dans tous les domaines de la vie. Maintenant, je te dis à la semaine prochaine, et prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des clés pour enrichir ta vie amoureuse et intime. Si tu as aimé, abonne-toi, laisse un avis et partage-le. Moi, je te retrouve mardi prochain pour une nouvelle dose d'amour, de complicité et de sensualité. Si tu veux dès maintenant retrouver d'autres astuces ou d'autres ressources, n'hésite pas à consulter ma page Insta, ma chaîne YouTube, ou encore de découvrir ma page web sur Sublimation, l'école virtuelle de l'éveil tantrique et de l'intimité. En attendant, prends soin de toi, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Sex, Love & Co.